Si tu es propriétaire d'un condo ou si tu souhaites en acheter un prochainement ou encore si tu es courtier immobilier et forcément tu fais des ventes et des transactions sur des condos, ce podcast-là est pour toi. Il y a tellement de changements qui ont lieu en ce moment dans la copropriété que, Colin, si tu n'es pas informé, ça pourrait te coûter une fortune. Aujourd'hui, je reçois Joël. Joël qui est courtier immobilier, avocat, formateur pour les courtiers immobiliers, et Benjamin de chez Solution Condo, qui est la compagnie de gestion de copropriété numéro 1 au Québec. On va vous parler de la copropriété. C'est quoi les changements qui sont en train d'arriver, c'est quoi l'impact que ça peut avoir pour vous. C'est un podcast qui va être super informatif, mais aussi super divertissant parce que des anecdotes avec 25 000 copropriétés en gestion, là, on va en entendre. Présentement avec Joël et Benjamin, on est là pour parler de la copropriété parce qu'il y a énormément de choses qui ont déjà commencé à changer. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas pantoute au courant de ce qui est en train de se passer. Fait qu'on veut mettre tout ça un petit peu au clair. On veut parler du condo, de ce que ça apporte aux consommateurs, à monsieur qui veut, au propriétaire de condo, à celui qui souhaite en acheter un et celui qui souhaite en vendre un. Puis aussi, à ma profession. En tant que courtier immobilier, on a beaucoup de responsabilités, de connaissances à avoir. Donc, quelles sont nos responsabilités dans tous ces nouveaux changements-là? Fait que, premièrement, je tiens à ce que vous présentiez pour que les gens comprennent un petit peu à qui on a affaire, là, parce qu'on a des vrais professionnels avec nous autres. Là. Merci Martine pour l'invitation dans un premier temps. Moi, ça fait déjà 18 ans que je suis courtier immobilier. J'ai une seconde flèche à mon arc. Je suis également membre du barreau. Mon expertise là, est sollicitée un petit peu partout. Je donne beaucoup de formations et je suis président de l'Académie de formation immobilière du Québec. Donc, ça m'amène à partager vraiment avec les courtiers sur le terrain, mais également la relève. Donc, c'est un aspect là, en particulier que j'aime vraiment de mon travail. C'est entre autres Joël qui m'a donné mon cours commercial. Merci Joël. Donc, merci aussi pour l'invitation. C'est très apprécié de pouvoir parler de copropriété divise au Québec. Donc, moi, ça fait 9 ans que je travaille comme gestionnaire de copropriété. Je travaille pour une firme qui s'appelle Solution Condo. C'est pas rien d'ailleurs. Non, qui est pas rien d'ailleurs. Donc, j'agis à titre de directeur de gestion. Donc, j'ai un rôle au niveau de la compagnie qui chapeaute plusieurs gestionnaires qui s'occupent de la gestion au quotidien des syndicats de copropriété. Solution Condo fait partie des plus grandes firmes au Québec de gestion de copropriété. Puis, on est dans le top 10 au Canada au complet. Donc, on est quand même un gros joueur dans le marché. On gère environ 25 000 portes en tout et pour tout. Donc, beaucoup de choses qui ont changé depuis les 9 dernières années. On va pouvoir en parler un petit peu plus en profondeur, mais beaucoup d'impact sur les copropriétaires, puis aussi par rapport aux ventes, là, les questions qui nous sont posées par les courtiers et les clients. Je pense que c'est important là, de mettre un petit peu la table en expliquant, tu sais, c'est quoi la copropriété? En gros, de l'expliquer globalement, puis d'expliquer la gestion de tout ça, puis comment que ça fonctionne. Quelqu'un est propriétaire d'un condo ou souhaite devenir propriétaire d'un condo. C'est quoi un condo, en gros? Un condo, ça a, comme toutes les personnes, un acte de naissance. Parce qu'une copropriété, c'est un document légal qui s'appelle la déclaration de copropriété. Et c'est ça qui va constituer la copropriété. Une copropriété, c'est fait de parties privatives et de parties communes. Et c'est encore une fois la déclaration de copropriété qui, selon les différentes rubriques, va constituer, donner l'éventail de la réglementation qui s'applique et également la description des parties qui sont à la copropriété. Vivre en copropriété, c'est vivre dans un écosystème. C'est vivre en communauté. On est chez nous, mais on n'est pas chez nous non plus. Parce que vivre en communauté, ça implique de côtoyer différentes personnes, ça implique de payer des frais, ça implique parfois même de contribuer soi-même au bien-être de sa copropriété. On a évidemment des frais qui sont relatifs à ça, tout dépendamment de l'âge de la copropriété et de différents autres facteurs. Mais on dit également qu'une copropriété, c'est quelque chose qui est démocratique, mais c'est des fois
pas toujours vrai. Parce qu'une fois qu'on a des administrateurs élus, puis tu pourrais élaborer là-dessus, ben l'administrateur, c'est lui qui a un peu les pleins pouvoirs pour justement prendre les décisions qui vont affecter l'ensemble des copropriétaires. Exact. Puis si on parle justement un petit peu de l'administration, puis comment est-ce que ça l'implique, puis l'importance de tout bien gérer, puis que ça soit à l'ordre. Je ne sais pas si tu peux en dire un petit peu plus là-dessus. Si je peux rebondir un petit peu sur ce que Joël disait sur la déclaration de copropriété, c'est vraiment la Bible du syndicat de copropriété. Donc l'acheteur va devoir se renseigner dans ce document-là qui décrit les parties communes à usage restreint, parties privatives, mais qui va aussi déterminer tous les pouvoirs du conseil d'administration. À savoir que le conseil d'administration est élu par les copropriétaires en assemblée générale et le conseil d'administration a le pouvoir décisionnel sur l'ensemble des contrats qui vont être octroyés pour le maintien de l'intégrité du bâtiment. Donc la déclaration de copropriété vient déjà mettre des lignes, des standards sur qui fait quoi, qui a les pouvoirs, quel est le rôle de chacun et comment se joue la dynamique dans une copropriété, dans le syndicat de copropriété en soi. Donc c'est certain que l'administrateur qui va être élu va devoir répondre à certaines réglementations, certaines demandes et tout dépendamment de la taille de la copropriété, ça peut avoir un impact plus grand sur son quotidien. Parce qu'on peut avoir des copropriétés de 3 unités, comme tu peux avoir des copropriétés de 350 unités. Ouais. Puis là, on va avoir une différence dans qu'est-ce qu'est une partie commune, qu'est-ce que sont les charges reliées à ces parties communes-là. On s'entend qu'un petit triplex, là, la partie commune, tout ce que tu vas retrouver, c'est une cage d'escalier, puis ça va être l'entretien de cette cage d'escalier-là, la mise en place d'un contrat d'assurance. That's it. Une plus grosse copropriété, beaucoup plus de technicalité, beaucoup plus d'équipement, beaucoup plus de connaissances. Et les membres du conseil d'administration, c'est monsieur, madame, tout le monde. Donc on peut très bien avoir un ingénieur, on peut avoir un professeur, on peut avoir une personne à la retraite. Donc c'est des profils tellement diversifiés qui veulent le bien de la copropriété sans forcément avoir les outils pour pouvoir bien gérer cette copropriété. Puis justement, mais dis-moi si j'ai tort, mais je pense qu'on va en parler tout le long de l'épisode, là. Les copropriétés qui sont les plus susceptibles d'être problématiques dans les prochains mois, les prochaines années, sont les petites, moyennes copropriétés, parce que les grandes tours engagent des compagnies de gestion qui gèrent ça dès le jour 1, dès la construction, parce que c'est pas vrai que monsieur retraité... Monsieur Untel va gérer une tour de 350 unités. Non. Mais les problèmes arrivent quand on a un triplex détenu en condo, 3 beaux unités, un par-dessus l'autre. Ça n'a jamais été trop géré comme un condo. On va payer la facture, on va se splitter à 3 quand elle arrive un petit peu sur le fly. Plus possible, ça. Exactement. Ces petites copropriétés vont avoir beaucoup de difficultés pour comprendre l'importance de se mettre à jour puis de suivre les différentes normes, différentes réglementations, les différentes obligations qui leur sont imposées. Exact. Il y aura un gros défi là-dedans. Absolument. Donc, ce podcast-là s'adresse beaucoup à ceux qui sont intéressés, à savoir plus sur le condo, mais ceux qui sont propriétaires en ce moment d'un condo et surtout particulièrement si vous êtes propriétaire d'un condo dans une petite bâtisse, parce que ça va être très, très pertinent de savoir qu'est-ce que vous allez devoir faire dans les prochaines années. Bon, si on y va direct, là, il y a eu des changements. C'est quoi ces changements-là? Depuis quand on a des changements? Puis qu'est-ce qui est nouveau là, depuis le 14 août? Qu'est-ce que les copropriétaires doivent faire? Beaucoup de changements. En fait, il y en a eu des changements qui sont récents, mais il y en a déjà qui datent de certaines autres années. Exact. On n'a qu'à penser notamment à la description de l'unité de référence. C'est quoi l'unité de référence? C'est de dire, quand le condo a été construit, quels étaient les matériaux qui ont été utilisés lors de la construction. Imaginez. Parce que ça a un impact sur l'assurance de la copropriété. Alors ça, c'est un des éléments. Je vais y revenir dans quelques instants. Le deuxième élément, c'est le fonds de prévoyance, qui est plus récent. On a également le carnet d'entretien, qui est une autre chose assez récente, et le fonds d'auto-assurance. Donc ça, je vous dirais là, que c'est les 4 principaux éléments là, qui ont fait l'objet de changements dans les dernières années. Si je reviens à la description de l'unité de référence, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en copropriété, la notion d'assurance, elle fonctionne différemment d'une maison unifamiliale. Maison unifamiliale, vous êtes propriétaire chez vous, vous assurez l'ensemble du bâtiment. Alors qu'en copropriété, c'est un principe différent. C'est que l'assureur qui
et le titulaire de la police d'assurance, qui est le syndicat de copropriété, qui, en passant, est une personne distincte de ses copropriétaires. Elle a une personnalité juridique distincte, elle a le droit d'engager des recours, elle a le droit de réclamer, elle a le droit de déposer une hypothèque sur un copropriétaire fautif qui ne paierait pas ses cotisations. Donc, le syndicat de copropriété a beaucoup de pouvoirs prévus dans le Code civil. Pour ce qui est des assurances maintenant, les assurances de la copropriété vont couvrir à la fois toutes les parties privatives et les parties communes. Et c'est là l'intérêt de bien décrire c'est quoi l'unité de référence. Parce que l'unité de référence, si l'immeuble passe au feu au complet, bien, on va reconstruire toutes les unités. En fonction de l'unité de référence. En fonction de l'unité de référence. Alors, le propriétaire, lui, qui a changé ses planchers, qui a mis des belles armoires de chêne, qui a mis des comptoirs en granit, bien, si il n'a pas pris d'assurance additionnelle pour assurer la plus-value, bien, il va se retrouver avec des armoires en mélamine et du cushion floor. Alors ça, c'est un principe que les copropriétaires doivent savoir. Donc, l'importance de savoir c'est quoi les améliorations qui ont été faites à leur unité dans le but de prendre un petit peu plus d'assurance, exactement, qui va également avoir trait à leur responsabilité civile. Exact, parce que normalement, les frais de condo servent entre autres à payer ces assurances-là de la bâtisse. Exactement. Donc, si, encore une fois, comme vous répétez, là, si tu as une unité plus luxueuse, tu dois te prendre une assurance supplémentaire. Exactement. C'est un petit frais de plus qu'il va falloir prendre. Exactement. Mais pour ça, il faut savoir c'est quoi l'unité de référence, comme tu viens de dire. On comprend tout ça. Puis c'est un document qui doit faire partie du registre du syndicat de copropriété. Donc l'unité de référence, elle est soit obtenue du promoteur, si c'est une construction qui est neuve, soit si c'est des vieux syndicats de copropriété, il faut faire venir un évaluateur ou une personne de l'externe qui va établir le rapport selon les fiches centristes de l'époque, pour aller établir, vous aviez de la moquette à l'époque dans votre unité, puis 20 ans plus tard, c'est du plancher flottant qui est à la mode, fait que c'est rendu du plancher flottant. Puis je suis curieuse, par simple curiosité, puis je pose une question, je vais me coucher moins niaiseuse ce soir. une bâtisse 1970, plus du tout au goût du jour. Est-ce que l'unité de référence est obligée d'être l'unité de 1970 ou on peut tous se mettre d'accord à mettre une unité référence, je ne sais pas moi, en 2005? Je dis ça de même. Si tous les copropriétaires décident que... Puis on est conscient qu'on va payer plus cher d'assurance, mais en cas de sinistre, on reconstruit sur des normes un petit peu plus au goût du jour que 1970. Ça se ferait-tu? Non. Il faut vraiment aller sur la référence d'origine de construction. Il ne faut pas oublier que, là on parle de valeur de reconstruction, c'est la loi 141, puis elle vient avec 3 chapitres différents. Il y a la valeur de reconstruction, il y a le fonds d'auto-assurance, et il y a, au niveau de la loi 141, ce qu'elle mentionne, c'est qu'il faut mettre en place une valeur de reconstruction, donc c'est le fameux fini de base, et il faut se référer vraiment à la livraison du bâtiment. Donc si le bâtiment a plus de 30 ans, malheureusement, on retourne 30 ans en arrière. Et c'est un rapport qui est présenté en Assemblée générale, qui est voté par les copropriétaires, qui fait partie du registre, donc qui est accessible lors de la vente par le copropriétaire ou en cas de sinistre. Et la différence entre un plancher flottant versus de la moquette, cette différence-là, elle est assurée par l'assurance du propriétaire. En cas de sinistre, c'est le propriétaire qui doit assumer cette différence-là. Donc, la différence entre une vieille bâtisse et une nouvelle, c'est que le copropriétaire d'un condo dans une plus vieille bâtisse va forcément avoir une assurance supplémentaire à prendre pour ses améliorations. Exactement. Si les chances sont faibles qu'ils soient encore sur un immeuble de 1970. Là. Exactement. On se comprend. Puis la raison pour laquelle on a besoin d'une valeur assurable, c'est pour pouvoir communiquer cette valeur assurable à l'assurance du syndicat de copropriété pour s'assurer qu'on met le bon montant. Puis le rapport de valeur assurable, c'est un rapport qui est quinquennal, qui doit être effectué aux 5 ans. Les coûts des matériaux évoluent, ces éléments-là changent, donc on veut s'assurer d'avoir le bon montant en cas de perte totale. Absolument. L'autre élément, c'est au niveau du fonds d'auto-assurance. Oui. On doit cotiser à un certain niveau de franchise, qui est la franchise la plus élevée, hormis la franchise tremblement de terre et inondation. Et plus souvent que jamais, c'est la franchise dégâts d'eau. Donc, tout dépendamment de la taille du syndicat ou l'historique sinistre du syndicat de copropriété, on peut se retrouver avec des franchises somme toute raisonnables à 15 000, 20 000 $. Mais dans les cas les plus problématiques, on peut avoir des franchises de 250 000. Surtout dans le cas de gros bâtiments, de tours à condos, de plusieurs unités, c'est normal. Puis ça, c'est compliqué à faire comprendre à un copropriétaire quand on lui annonce ta franchise dégâts d'eau, elle passe de 50 000 à 250 000 $.
causée par un copropriétaire. Je vous donne un exemple. On est dans un syndicat de copropriété de 350 unités. Somme toute, il y a des sinistres qui arrivent sur une base correcte, à l'occasion, mais on ne dépasse pas le 50 000 $ de travaux de rénovation, ça se passe bien. Il y a un copropriétaire qui déménage. La déclaration de copropriété a des règlements qui encadrent, par exemple, les emménagements, déménagements. Il faut signaler à la compagnie de gestion qu'on va effectuer le déménagement, il faut réserver l'ascenseur, il faut avoir une compagnie de déménagement, etc. Il décide de déménager avec des amis, donc pas de surveillance. Pas de protection. Un samedi. Un samedi. En catimini. En catimini. Et il casse une tête de gicleur qui est devant l'unité de condo. Ouais. On est au 6e étage. On vient toucher 5 étages. 5 étages, plus la largeur. Ouais. Les pompiers rentrent dans les parties communes. Ils veulent mettre l'eau, l'évacuer dans les cages d'escalier de secours. Donc, augmentation des dommages. Ce petit incident causé par une personne sur les 350 vient pénaliser l'ensemble de la copropriété. Et ça, quand tu es copropriétaire, c'est un jeu de hasard. C'est les aléas. Tu sais les aléas. Donc ces gens-là se sont retrouvés à devoir contribuer à un fonds d'auto-assurance qui était auparavant de 50 000 $ à 250 000 $. Exact. Allons expliquer à des copropriétaires à l'Assemblée générale, on a une cotisation spéciale de 200 000 $ à mettre en plus pour le fonds d'auto-assurance. Surtout que le fonds auto-assurance, c'est relativement nouveau. C'était pas là avant. Parce que si on va encore en arrière, l'assurance des copropriétaires prenait responsabilité. Je donne un autre exemple, il y a un speedway qui fuit dans ta salle de bain. L'équipement est dans ton unité privative, tu en as la responsabilité d'entretien, c'est ton assurance qui va prendre en charge le dommage. Avec la loi 141, c'est plus ça. Le même speedway qui pète aujourd'hui versus il y a 10 ans, ça va être la responsabilité du syndicat de copropriété de remettre en état, tu en parlais tout à l'heure Joël, mais s'il veut remettre la responsabilité sur le copropriétaire, il va devoir démontrer la faute, la négligence du copropriétaire. Donc si je ne suis pas en mesure de prouver ta négligence d'entretien, c'est le syndicat qui absorbe. Et là aussi, allons l'expliquer à l'ensemble des copropriétaires. Vous avez eu pour X milliers de dollars de sinistres durant l'année, sans mentionner, parce que les gens sont protégés. On ne peut pas divulguer les renseignements personnels. Exact. Ça, c'est la loi 25, on va pouvoir en parler. Un autre enjeu. C'est un autre enjeu. Donc, l'unité est protégée et on ne peut pas viser le copropriétaire. Mais ça devient lourd pour les copropriétaires. On va parler d'autres réglementations, mais si on reste juste sur l'auto-assurance, sur la création de ce fonds d'auto-assurance, c'est de l'argent qui est remis année après année, mais qui est en plus du budget d'opération normal. Exactement. Ça veut dire qu'on fait un budget d'opération normal, on fait une cotisation spéciale pour renflouer le fonds d'auto-assurance. Oui. Puis moi, dans le cadre de ma pratique, j'ai touché beaucoup à ça dans les dernières années, les fonds d'auto-assurance, parce que dans la Nodière, on n'a pas de tour à condo comme ce que tu as l'habitude de gérer. Moi, je vends beaucoup de condos dans des petites copropriétés gérées à l'interne, et à chaque fois dans les dernières années que j'avais à prendre un condo à vendre, personne n'avait de fonds d'auto-assurance. Ouais. Pas un. C'est de leur expliquer, de les éduquer, d'aller chercher leur plus haute prime est à combien, puis de leur dire qu'ils n'ont pas le choix d'appeler les 3 autres, là, pour les forcer à mettre ça là-dedans. Puis après ça, moi, je vends une unité, lui, il est d'accord, il vend. Les 3 autres, ils ne veulent rien savoir, c'est un cauchemar à chaque fois. C'est comme on disait tantôt, tu sais, vivre en copropriété, c'est vivre dans une communauté. Ouais. C'est être responsable. Puis, comme la plupart des gens, on se dit tous « What's in it for me? » Qu'est-ce que moi, je peux aller soutirer de ça? Mais il faut le voir de l'autre côté, dans le sens où qu'est-ce que je peux faire? Je peux être diligent avec mes choses, je peux faire attention à mes biens, mais on n'a malheureusement pas le contrôle sur tout ce qui se passe dans la copropriété. Donc, il y a des aléas qui vont arriver, il y a beaucoup de situations où on va devoir mettre la main dans notre poche, contribuer, pour laquelle on n'a malheureusement pas de responsabilité à première vue, mais comme il s'agit d'une responsabilité collective, bien, il faut que les gens sachent ça quand ils s'en vont dans une copropriété. Puis ça, malheureusement, c'est pas toujours aussi expliqué de façon exhaustive. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde qui veut acheter une copropriété, ce sont des éléments à contribuer. Je nous amène sur un autre sujet, 2 secondes, puis toujours dans l'esprit de communauté puis de collectivité, les fameux règlements sur la consommation de cannabis. On ne peut pas consommer du cannabis dans les parties communes.
mais j'ai un voisin qui fume avec la fenêtre ouverte et moi, je suis le copropriétaire à côté. Je vais-tu cogner à la porte, puis en bon français, j'y donne un char de marde? Ou bien, je vais essayer de m'arranger avec lui, ou bien j'en parle au syndicat, et là, on se ramasse devant les tribunaux, et là, ça coûte de l'argent à tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, c'est d'autres enjeux. Alors, si vous voulez être chez vous, vous ne voulez pas avoir à faire face à ces aléas-là, bien, vous êtes peut-être mieux de vous diriger vers un autre mode d'accession à la propriété. Alors, ça aussi, c'est des choses qu'il faut considérer comme futurs propriétaires. C'est pas tout le monde qui est fait pour vivre en copropriété. Puis, nous, comme compagnie de gestion, on reçoit plus souvent des plaintes que des remerciements. On voit la grogne des copropriétaires, puis c'est autant des personnes qui fument du cannabis, qui viennent gérer une gêne occasionnelle, qu'une personne qui a acheté un condo au-dessus d'une porte de garage. La porte de garage, c'est mécanique, ça fait du bruit, ça s'ouvre, ça se ferme, c'est normal. Puis on se retrouve avec des gens qui vont se plaindre, qui vont envoyer des messages, des demandes au conseil d'administration, qui vont imposer des choses, qui vont faire des mises en demeure. Ça ne va pas améliorer la situation, la pièce va rester telle qu'elle, la porte de garage ne va pas bouger, c'est la mécanique, elle est là, on ne peut rien faire. Les gens ne s'informent pas, ils achètent un peu les yeux fermés. Exact. Les chutes de poubelle. Les chutes de poubelle. Les chutes de poubelle, les escaliers, les ascenseurs. Tu sais, puis nous, comme courtier, là, c'est un petit peu ça notre travail aussi, je pense, je dirais. Tu sais, tu visites avec un client de propriété, les clients regardent certaines choses, mais nous, on regarde d'autres choses. Le client regarde s'il y a de la lumière, si c'est beau. Mais moi, comme courtier, toi, comme courtière, Martine, tu vas regarder, y a-t-il assez de rangement ici? Ils ont fait des rénovations, mais écoute, il n'y a pas de garde-robe à l'entrée. Le client, lui, il pense... Le côté pratique, le côté fonctionnel, c'est ça qui pourrait les faire frustrer dans le futur. Nous, comme courtier, quand on visite une copropriété comme ça, c'est des choses sur lesquelles on peut attirer l'attention de notre client. Je ne dirais pas qu'on a une responsabilité à leur dire « By the way, il y a ça, il y a ça, il y a ça, oublie pas ça ». Parce qu'on est des humains aussi, mais on veut agir en bon père de famille pour ces clients-là. Donc, on va peut-être pointer telle chose, on va peut-être pointer telle chose. Comme on dit à un client qui nous demande, est-ce que cette unité de condo-là, je me rends au centre-ville en voiture, ça va me prendre combien de temps? Bien, il n'y a rien de mieux que de dire, bien, viens demain matin à 7h30 dans le trafic, tu le feras le trajet. Exactement. C'est ça la réalité des choses. Alors, on parlait de 4 points là, à changer. On a parlé du fonds auto-assurance, de l'unité référence, l'unité modèle là, pour les assurances. Là, il reste le fonds de prévoyance et le carnet d'entretien. Exact. Alors, le fonds de prévoyance et le carnet d'entretien, c'est ça qui est tout à fait récent avec le projet de loi 16 et l'adoption de la mise en vigueur. Puis comme on disait tantôt, je ne sais pas si on l'a soulevé ou non, mais il y a un délai de transition. Donc, il y a une période transitoire. De 3 ans. De 3 ans, effectivement. Donc, au 14 août 2028, c'est là que l'ensemble des copropriétés devront se conformer. Évidemment, ça, ce que ça implique, il faut se demander c'est quoi un fonds de prévoyance. Donc, un fonds de prévoyance, ce sont des sommes qui sont prélevées à même les frais de condo, mais qui sont destinées à assurer la pérennité de l'immeuble. Et il y a un lien étroit entre le fonds de prévoyance et le carnet d'entretien. Parce que le carnet d'entretien, c'est un peu le bilan de santé à venir. Ça dit ce qu'il y a à faire. C'est ce qui est à faire, exactement. C'est comme quand on est jeune, on allait à l'école, on avait un carnet de vaccins. On savait qu'à tel âge, on faisait ça, on faisait ça, on faisait ça. Et là, c'est notre carnet de vaccins qui s'appelle carnet d'entretien. C'est ça que c'est pour notre copropriété. Donc, il faut s'assurer qu'on a des sommes en vue d'assurer la pérennité de l'immeuble. Donc, disons qu'on a une espérance de vie, une durée de vie utile pour des fenêtres d'une durée de 25 ans. On a une toiture qui a une durée de vie utile de 25 ans. On a un entretien sur un ascenseur. Bien, il faut prévoir que dans ce temps-là, combien ça va coûter et combien il faut cotiser au fil des années pour qu'il y ait assez d'argent pour payer le toit dans le pot pour payer exactement ça. Là, je dis dans le pot, mais tu sais, dans le pot, ça aussi, c'est un autre problème dans les copropriétés. Hein? Le pot, pour certains, ça donne bien du fun, mais pour d'autres, c'est un cancer. C'est un casse-tête ou c'est un cancer. Mais fumer du pot en copropriété, on sait que la loi prévoit qu'on ne peut pas le faire dans les parties communes. Mais dans les parties privatives, il n'y a pas vraiment de réglementation par rapport à ça. Maintenant, ce qui arrive, c'est que ça peut causer des troubles de voisinage. Et ça, le Code civil, il est
là pour expliquer c'est quoi les troubles de voisinage, mais avec tous les changements qu'il y a dans la société, ben ça évolue aussi ces notions-là. Puis là, ben un copropriétaire qui fume du pot avec sa fenêtre ouverte, qui peut importuner le voisin, ben là, ça peut occasionner des problèmes. Et là, ben le syndicat est notifié. Puis là, ben, on ne peut pas dire un tel, parce que là, il y a les renseignements personnels qui embarquent. Fait que là, quand on accumule tout ça, là, ça commence à être épais. Là. Puis ça cause des problèmes. Puis évidemment, quand on parle de problèmes, on parle de frais juridiques, on parle d'honoraires, on parle d'augmentation de cotisation, augmentation de frais de condo. Donc, encore une fois, ça revient à vivre en communauté. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, si je reviens à notre carnet d'entretien, fonds de prévoyance, c'est une obligation d'avoir ça dans les prochaines années pour assurer la pérennité des immeubles, comme on disait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un déficit à cet égard-là. Pourquoi il y a un déficit? Bien, c'est parce qu'on a toujours pelleté par en avant. Tu sais, les gens ne payaient pas de frais de condo. On a des frais de condo, une copropriété qui a 10 ans, on est encore à 100$ par mois. Ça n'a aucun bon sens. La majorité des condos que je vends vont être mettons du 150, entre du 150 et 200. Tu peux te confirmer qu'il n'y a pas une scène qui va dans le fonds de prévoyance avec ça. Là. Exactement. T'sais? Fait que là, on pèle par en avant. C'est celui qui va être copropriétaire au moment où la cotisation spéciale va arriver, qui va devoir débourser 8, 10, 12, 15, 20 000 $ selon la situation. Donc ça va venir pallier et ça va mettre une certaine équité entre les copropriétaires, justement pour assurer la pérennité de l'immeuble. Exact. Moi, ce que j'aime beaucoup avec le fonds de prévoyance, c'est le principe d'utilisateur-payeur. Tu es dans un syndicat depuis X nombre d'années, tu dois contribuer au remplacement des équipements en fin de vie, quand bien même tu décides de vendre dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu as utilisé ces équipements-là, tu en as joui, donc tu as une portion du coût de remplacement qui t'est attribuable. Puis ça, le fonds de prévoyance, le cas d'entretien, on en parle quand même depuis 2019. Là, la copropriété est un peu chamboulée parce que, bim, c'est tombé le 30 juillet, application à partir du 14 août pour tout ce qui a trait au rapport qui doivent être fournis, mais 3 ans pour se conformer pour ceux qui n'ont pas encore de rapport, parce que ceux qui ont fait des rapports il y a 2 ans en arrière, donc au 14 août 2025, ils peuvent conserver leur cas d'entretien, ils peuvent conserver leur fonds de prévoyance. Ceux qui ne l'ont pas fait, il leur reste 3 ans à partir du 14 août 2025 pour se conformer. C'est ça qui est important. Puis ce qui est important, si je peux faire un petit peu de pouce par rapport à ce que tu dis là, ce qui est important même à partir d'aujourd'hui, parce que moi je le vois beaucoup dans ma pratique, puis je le vois même depuis 1 an ou 2, là, des propriétaires, des copropriétaires qui veulent vendre leur unité, trouvent leur acheteur, on se rend chez le notaire, stop! Ils ne veulent pas transiger tant que ce n'est pas réglé l'histoire du fonds de prévoyance. De plus en plus, les propriétaires, les copropriétaires ne vont pas pouvoir transiger, vendre leur unité si ce n'est pas conforme, si on n'a pas un fonds de prévoyance suffisant, si ce n'est pas mis en place. Puis ça fait du sens. La simple et unique raison que, regardez, on retourne en 2019, on commence à parler de cas d'entretien, on commence à parler du fonds de prévoyance, puis les compagnies de gestion qui gèrent des grosses tours ont déjà mis les efforts dans ce sens-là pour prévoir avant d'arriver sur le mur puis être complètement perdu. En 2019, on commence à faire des études de fonds de prévoyance, on commence à faire des rapports, des rapports techniques, puis on présente ça devant les membres du conseil d'administration, on présente ça devant les copropriétaires en assemblée générale, puis la réalité, c'est qu'on est venu augmenter de façon majeure les frais de condo. On est passé où on mettait un montant dans le fonds de prévoyance de peut-être 5% du budget d'opération. Ça couvre rien. Qui couvrait rien. Donc on mettait peut-être un 20 000 $ dans le fonds de prévoyance, puis l'étude sort, vous devez mettre 85 000 dans votre étude dans votre fonds de prévoyance annuellement, avec des indexations, parce que le coût de la vie augmente. Ta toiture, dans 20 ans, ne va pas coûter le même prix qu'aujourd'hui. Absolument. Puis là où ça peut être tricky, c'est que tu vas avoir des professionnels qui vont te remettre un rapport de fonds de prévoyance. Ils vont te dire, bon, vous avez combien aujourd'hui? OK, vous avez 2 scénarios. On va suivre le coût de la vie, des petites augmentations graduelles sur le temps. Scénario 1. Scénario 2, on va mettre beaucoup d'argent. Fait que là, on va faire une grosse augmentation du fonds de prévoyance, mais on va rester stable à ce montant-là pendant 5 ans. Et à la 6e année, palier. Rester stable pendant 5 ans, mais ça c'est un élément qui est important. Parce que selon le scénario qui est utilisé, et ça on en reparlera dans l'attestation, mais selon le scénario qui est utilisé, ça va avoir un impact sur le futur copropriétaire.
Parce que s'il arrive au bout de son 5 ans, puis qu'il reste 1 an à la période de 5 ans de réadaptation par rapport à ça, puis là, il va voir ses frais de condo augmenter en fou. Puis le dernier propriétaire, ça fait 4 ans qu'il est là, qu'il paye le petit prix stable, ça change tout. Là. Exactement. Puis ça devient du pouvoir du conseil d'administration. Ouais. C'est l'organe décisionnel du syndicat de copropriété. Fait qu'on leur présente des rapports, et eux, ils vont aller chercher qu'est-ce qui est le mieux à leur sens pour l'ensemble des copropriétaires. D'où l'importance d'être informé quand on achète un condo. C'est fou comment ça peut avoir un impact. Absolument. Puis tu reviens aux administrateurs des copropriétés. Bien, ces gens-là qui sont souvent monsieur, madame, tout le monde, bien, ils ont des responsabilités par rapport à ça. Parce que quand on prend une police d'assurance pour un syndicat des copropriétaires, bien, on assure également la responsabilité des administrateurs. Donc, quand on est dans cette chaise-là, dans un premier temps, pour les petites copropriétés, beaucoup de difficultés à recruter des gens. Ouais. Et dans un deuxième temps, quand on leur dit qu'ils vont être responsables des décisions qu'ils prennent, comme l'évaluateur agréé qui va faire une évaluation pour des fins d'assurance, bien, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui veut être dans cette chaise-là. Alors, c'est pour ça que, notamment, il y a plusieurs ressources qui sont disponibles. Il y a quand même le registre le RGCQ, le regroupement des gestionnaires copropriétaires du Québec, qui a un excellent site Internet, des ressources incroyables. Il y a également le site lacopropriété.ca. Il y a également le site du cabinet d'avocats de Grand Pré Jolicoeur. Exactement. Et Solutions Condo aussi, qui est une belle option, là, qui parle en long et en large là, des responsabilités. On a une section de blogs qui viennent traiter justement de tous ces aspects-là. Exact. Et puis de la copropriété en général. Exact. Et pour l'acheteur et pour le courtier immobilier, sur le terrain, je sais que le RGCQ a mis sur pied un ouvrage qui est destiné aux premiers acheteurs, aux acheteurs de copropriété, pour savoir un peu qu'est-ce que c'est une copropriété, démocratiser tout ça. Parce que ce qu'on parle aujourd'hui, oui, on parle des points un peu plus négatifs de tout ça, mais il y a de très belles choses. Et ça convient à bon nombre de personnes de vivre en copropriété. C'est un choix qu'on fait quand on est une personne du bel âge, quand on est un premier acheteur pour justement intégrer la propriété. Alors, il y a plein de belles opportunités et il ne faut pas juste voir le verre à moitié vide, on peut le regarder à moitié plein. Absolument. Tu sais, moi, la première qui a un condo de vacances, on va appeler ça comme ça, ça a beau avoir, oui, eu son lot de casse-tête quand on a voulu rénover, quand on a déménagé, parce qu'il faut faire attention, puis je le comprends. Par respect pour les 320 copropriétaires qui sont alentour, tu sais. Mais aujourd'hui, c'est fantastique. C'est extraordinaire comme style de vie. Là. Il y a plein de beaux avantages à être en copropriété définitivement. Fait que je te du pouce là-dessus. C'est juste, c'est important d'être informé. C'est important de vendre ou acheter avec un courtier qui va bien vous informer par rapport au produit en tant que tel. Tu sais, le vendeur... Puis je m'excuse, Martine, je veux juste revenir. Un courtier bien informé, c'est quoi? Tantôt, on en a parlé. Un courtier bien informé, c'est un courtier qui fait des formations continues en matière de copropriété. Récemment, dans la dernière année, le OACIQ a décrété que la copropriété deviendra une spécialisation. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent acheter ou vendre, regardez le profil de votre courtier sur le site de l'OACIQ. Vous avez accès au portefeuille de formation, aux formations que votre courtier a fait et regardez de quelle façon il est renseigné, ce qu'il les a suivis, ces formations-là. Absolument. Et là, vous allez avoir des gens qui sont plus compétents ou minimalement qui ont suivi la formation. Ils sont capables de bien vous accompagner. Exactement. Parce qu'en tant que vendeur, bien, c'est sûr que si on ne veut pas avoir une surprise sur le notaire pour pouvoir transiger, c'est important de faire les affaires comme du monde dès aujourd'hui. Puis en tant qu'acheteur, bien, de faire attention à ce qu'on achète, d'être bien informé. De la même manière que les administrateurs ont accès à des programmes de formation pour gérer leur bâtiment. Parce qu'il y a énormément de copropriétés qui sont en autogestion. Elles ne sont pas toutes gérées par des gestionnaires. Les copropriétaires de plus petite taille se retrouvent souvent isolés et c'est là où la formation va être importante. Mais il faut qu'ils soient conscients de ces obligations-là parce qu'il y a une responsabilité civile. Bien sûr, l'assurance du syndicat a une assurance responsabilité civile des administrateurs, mais somme toute, il faut avoir la bonne éducation, les bons réflexes pour s'assurer que ton syndicat va se démarquer d'un autre. Parce que vivre en copropriété, c'est pas une mauvaise chose. Il y a plein d'avantages. La copropriété, tu peux être dans des endroits où tu vas partager des espaces communs, où tu vas pouvoir rencontrer des gens, où tu vas pouvoir partager un style de vie, te sentir en sécurité. Faire des affaires. Exactement. Donc, des activités sportives. Exactement. Puis c'est pas, il va y avoir toujours un organe décisionnel, mais c'est
peut-être pas quelque chose qui va t'intéresser, toi, d'être administrateur, mais tu vas te sentir en sécurité de savoir qu'il y a une personne qui s'occupe de ça, moyennant des frais, moyennant une justification, un budget, etc. Mais tu vas te sentir en sécurité de savoir qu'il y a quelqu'un qui a ces compétences, cette envie-là de s'occuper de la communauté. Oui, puis par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, tu gères beaucoup de condos, énormément. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une petite copropriété que personne veut faire cette tâche-là? Ça devient très complexe. Oui. Et c'est là le gros problème. C'est là où on va avoir dans les prochaines années des enjeux majeurs. Ouais. Surtout pour les ventes où les administrateurs ne vont plus vouloir être administrateurs parce que le poids de la charge de travail est rendu et énorme. La responsabilité, c'est trop élevé. Donc il va falloir soit qu'émergent des plus petites compagnies de gestion qui vont offrir un service à la carte. Ouais. Chez nous, on a déjà un programme qui s'appelle Simpli Condo, qui sont pour les plus petites copropriétés. Mais ça irait pas en dessous de 50 unités? Là, ça irait en dessous de 50 unités, mais ça serait en formule financier administratif. La portion opérationnelle resterait dans les mains de l'administrateur. Ouais. Donc il y a toujours moyen de demander des extras puis de payer pour pouvoir voir à la création de documents. Mais il demeure que le côté opérationnel reste dans la main de l'administrateur, du conseil d'administration, parce que ça devient trop important en temps de frais pour une petite copropriété de 3 unités de payer un gestionnaire. Ouais. Et les gens sont quand même proches de leur argent, le coût de la vie augmente, les gens veulent se payer des vacances, ils veulent être bien chez eux. On le dit, ça s'adresse beaucoup à un premier acheteur qui va avoir accès à la propriété. S'ils veulent se payer des vacances, ils ont juste à aller au condo vacances de Martine. Et voilà. Et voilà. Fait que si on parle un petit peu justement des responsabilités d'un courtier immobilier. En tant que courtier immobilier, nous, on en entend de tous bords, tous côtés, avec, depuis le 14 août, des nouvelles responsabilités. Il faut faire remplir des nouveaux documents. Mais avant toute chose, c'est quoi l'avantage de faire affaire avec un courtier immobilier compétent en copropriété? Qu'est-ce que ça offre de plus aux consommateurs? Je commencerai par te dire ceci, Martine. Comme tu le sais, moi, je suis président de l'Académie de formation immobilière. Puis ce que je dis aux élèves à la semaine numéro 1, puis je pense que tu vas aimer ça, puis ça va, je vous dirais, un peu peut-être rehausser l'image du courtier immobilier. On t'entend, on t'écoute. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, contrairement à ce que monsieur, madame, tout le monde pense, un courtier immobilier, ça ne vend pas des maisons. Ça ne vend pas des condos. Notre travail à nous, là, c'est de faire un mariage entre un acheteur et un vendeur et de donner des conseils. Ouais. C'est ça notre travail. Et c'est ce que le terrain nous apporte, c'est ce que nos expériences nous apportent, c'est les formations qu'on fait, c'est les échanges avec les collègues qui font en sorte que ça enrichit notre bagage, qu'on partage ensuite avec nos clients. Donc, la plus-value pour un consommateur de travailler avec un courtier, c'est ça. Particulièrement en copropriété. Parce qu'en copropriété, il y a beaucoup de technicalités, il y a beaucoup de choses techniques. On a commencé tantôt avec la déclaration de copropriété. Oui. Bien, la déclaration de copropriété, c'est aussi simple que c'est un document qui contient 3 parties. OK? L'acte constitutif, le règlement de l'immeuble et l'état descriptif des fractions. Bien, c'est important pour le courtier de savoir que ce document-là, quand il est publié au registre foncier, il n'y a pas juste ça qui va s'appliquer à la copropriété. Pourquoi? Parce que la partie 2, les règlements de l'immeuble, il y en a souvent qui sont adoptés, mais qui ne sont jamais publiés au registre foncier. Donc, pour le courtier, de demander au syndicat des copropriétaires ou demander au gestionnaire une copie à jour de la réglementation, c'est la base. Absolument. Il y a eu des changements. On ne permet plus la location court terme. On a enlevé la possibilité d'avoir un chien dans une copropriété. J'ai eu une problématique en transaction à cause de ça. Voilà, on ne permet plus les chiens. Il y a les clauses grand-père qui pourraient s'appliquer également. Donc, tout ça, c'est des éléments avec lesquels le courtier est habitué de travailler. Donc, il va faire sa recherche et il va remplir ses devoirs de cette façon-là. Il y a plein de technicalités intéressantes, comme on parlait des stationnements un petit peu plus tôt. Oui. Hein? C'est la différence entre une partie privative et une partie commune à usage restreint. Exactement. Exactement. Comme je le disais tantôt dans la déclaration de copropriété, c'est là qu'on va retrouver c'est quoi les parties privatives, c'est quoi les parties communes et les parties communes à usage restreint. Un exemple à vous partager, c'est un stationnement. OK? Un stationnement, quand on est propriétaire d'un stationnement privatif, ça veut dire qu'il nous appartient. OK? Il y a des lignes qui sont peinturées, il y a une superficie, ça nous appartient, c'est notre stationnement. Ce rectangle-là, il est à toi. On a, là je sors mon latin,
de mon école de droit, on a l'usus, le fructus et l'abusus. Ça veut dire qu'on peut tout faire avec notre stationnement. Contrairement à une partie commune, où je n'ai que la jouissance du stationnement comme tel, mais il ne m'appartient pas. Exact. Bien, ça fait en sorte que votre titre de propriété pour le stationnement est plus précaire dans un cas que dans l'autre. Oui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous vous retrouvez dans une copropriété et il y a malheureusement un des copropriétaires qui arrive à un accident. Il se retrouve avec un problème de hanche et il demande un accommodement pour obtenir le stationnement le plus proche de la porte, pour ses sacs d'épicerie, que ce soit moins compliqué pour lui. Bien, si c'est un stationnement privatif et que toi, la personne qui a un problème, tu as le 15e au bout de la rangée, tu ne pourras pas revendiquer le premier au bar. Il t'appartient, il est à toi, merci, bonsoir. Exactement. Alors que si c'est une partie commune, tu pourrais demander au syndicat des copropriétaires un accommodement. Et, selon la situation, après étude du dossier, évidemment, on n'emmène pas juste un petit papier chez le médecin, il faut documenter quand même. Il faut que ça soit vrai, mais un vrai problème. Exactement. Un vrai problème documenté, bien, ce copropriétaire-là pourrait se faire octroyer le stationnement partie commune sur le bord de la copropriétaire n'a quasiment pas le choix de l'aider, de l'accommoder. Exact, parce que en matière de copropriété, la Charte des droits et libertés s'applique. Ouais. Mais j'ai une autre histoire pour toi. Vas-y. J'ai une autre histoire. C'est une histoire de chien. Puis c'est une histoire où, malheureusement, ça a coûté beaucoup de frais au syndicat des copropriétaires. Pourquoi? Parce qu'il y a un des copropriétaires qui avait besoin de son chien d'assistance. Et dans les règlements de l'immeuble, ça disait qu'on n'avait pas le droit d'avoir de chien d'assistance. Et là, c'est une question de Charte des droits et libertés, encore une fois. L'accommodement, est-ce qu'on l'accommode, on ne l'accommode pas? On a un chien, on a des règlements, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Finalement, ça a abouti avec une facture d'à peu près $250 000 pour le syndicat des copropriétaires. Pourquoi donc? Parce qu'il refusait le chien d'assistance dans la tour à condo. Alors, je vous invite à googler ça, là, si ça vous intéresse. Vous demanderez ça, chien d'assistance, tour à condo, litige. Vous allez voir ça dans Google et vous allez avoir l'histoire au complet. Alors, tout ça pour dire que, encore une fois, si on a des élus qui sont là, qui contestent peut-être les revendications qu'une personne peut valablement faire, ça peut nuire à l'ensemble des copropriétaires. Donc, évidemment, on doit faire face à ces situations-là en copropriété. Beaucoup de choses à savoir. Là, on parle quasiment juste de négatif. Je trouve ça plate parce que c'est extraordinaire être copropriétaire. Moi, je trouve qu'il y a des excellents achats à faire dans le marché. Fait que pour un acheteur là, potentiel qui nous écoute, qui était dans l'idée d'acheter un condo, puis qui écoute un podcast, qui est là, tabarouette, je fais quoi? Dis-nous, là, c'est quoi les premiers signaux, les premiers signes quand on visite, quand on voit une copropriété qui laisse croire que ce serait la bonne, ce serait dans cette tour-là, dans cette copropriété-là qu'on devrait acheter? Il faut déjà que le propriétaire, le futur propriétaire, se soit posé la question de qu'est-ce que je veux, dans quel milieu je veux vivre. Parce que tu peux aller dans une petite copropriété en disant je ne vais pas avoir d'équipement de gym, je ne vais pas avoir de piscine. Je ne veux pas payer pour ça. Je ne veux pas payer pour ça. J'en ai pas de besoin, je ne les utiliserai pas, puis je vais m'éviter des potentiels risques. Ouais. Puis de l'autre côté, toi tu es super social, tu as envie de te retrouver sur la terrasse, avoir une vue sur le centre-ville ou d'avoir un gym à proximité. Tu vas vouloir avoir des services supplémentaires. Donc déjà bien comprendre ce qu'on veut. Tu sais, au 1er janvier, là, tout le monde va s'acheter sa passe pour aller au gym, toute l'équipe. Oui. Non mais c'est vrai, c'est humain, les bonnes résolutions. Fait que là tu achètes un condo, j'ai un gym, c'est trop bien. Combien de fois dans l'année tu as été au gym de ton condominium? Déjà, il faut être honnête avec soi-même parce que ça va différencier le bien dans lequel tu vas vivre. Tu fais un achat immobilier, c'est un des achats les plus importants que tu vas faire dans ta vie. Donc tu veux déjà être dans un endroit qui est réconfortant et qui correspond à tes besoins. Et après, c'est la visite des lieux. Et la visite des lieux dans un syndicat, c'est pas juste l'unité privative. C'est les parties communes. C'est les parties communes. En premier, parce que entre toi et moi, oui, tu achètes un parti privatif, mais tu achètes une responsabilité des fois d'un immeuble gigantesque. Exactement. Puis, c'est en rentrant dans les parties communes qu'on va voir si l'immeuble est bien entretenu, est bien géré. Souvent, c'est le premier regard, puis peut-être que les courtiers sont beaucoup plus éveillés à ça quand vous rentrez dans des lieux. Est-ce que c'est propre? Est-ce qu'il y a des bris au niveau des murs? Est-ce que... Alors, il y a eu un sinistre, il y a encore des ouvertures. Le copropriétaire, il ne connaît pas encore la copropriété, donc il rentre dans un nouvel environnement.
Et puis il va avoir le petit sparking quand il va regarder son unité de condo. Ah, c'est beau, c'est bien positionné, j'ai une belle vue, ça va être génial. Mais prenez le temps d'aller voir les parties communes, prenez le temps d'aller regarder vos salles aussi mécaniques avec le syndicat de copropriété. Prenez le temps d'aller voir vos casiers de rangement, prenez le temps d'aller voir la terrasse. C'est tout simple, mais ça devrait faire partie de la visite avec l'accompagnement du courtier. Absolument. Puis je vous conte une histoire. On est dans un syndicat de copropriété qui est en plein centre-ville de Montréal. On est dans un immeuble mythique à côté d'un théâtre connu. On a des problématiques. On a une poursuite avec le promoteur de plusieurs millions de dollars. C'est connu, c'est communiqué, ça fait partie des procès-verbaux, ça fait partie du registre également. Mais on rentre dans des unités de condos qui sont super belles, et quand tu regardes les parties communes, c'est délabré. Et la majorité des personnes qui ont acheté dans ces condos-là n'ont jamais fait la visite des cages d'escalier de secours, des salles à déchets, des salles de casier de rangement, du stationnement. Puis quand ils se rendent compte de où est-ce qu'ils sont, ils déchantent. Ouais. C'est des fois des endroits qui sont vétustes. L'achat du condo, donc ça va passer par cette visite visuelle après Margor, mais après ça va passer par l'étude des documents. Parce qu'il faut savoir que le syndicat a l'obligation de remettre dans les 30 jours les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, les assemblées générales. Donc ces documents-là sont pertinents puisqu'on retrouve quoi dans un procès-verbal? C'est les décisions qui ont été prises pour le syndicat de copropriété. Fait qu'en voyant la manière dont est rédigé le procès-verbal, dont est documenté les éléments, ça peut amener à être rassuré, ça peut amener à comprendre c'est quoi l'historique du syndicat, où est-ce que le syndicat s'en va. Puis un des derniers éléments aussi, je dirais, c'est l'âge du syndicat de copropriété. Okay. Parce que quand tu es un nouvel acheteur, tu veux pouvoir juger ton risque. Et les bobos du syndicat, ça arrive dans les 5-10 premières années. Fait qu'on ne recommanderait pas d'acheter un condo là? Absolument pas. On peut avoir des bonnes constructions, mais il peut y avoir un risque plus élevé. Tout simplement parce que le condo neuf, il n'a pas encore eu, il n'a pas été testé. La plomberie a peut-être mal été installée. Mais à même titre qu'une maison neuve, c'est la même chose en bout de ligne. Condo, maison, c'est la même chose. C'est du neuf. Ouais. Tu peux t'attendre à avoir un bris, puis bon, il y a des protections qui sont reliées à ça. Mais plus ton bien va dépasser la 5e année, 10e année, plus tu vas avoir dans quelque chose qui est stable et moins tu vas avoir de risques. Bon, tu sais qu'il y a des remplacements à faire qui vont arriver à un certain moment donné, mais tu viens de dégager déjà un certain risque de la nouveauté du bâtiment. Puis dans le fond, juste pour faire du pouce au condo, parce que c'est un produit exceptionnel, il ne faut pas oublier qu'on achète une maison plutôt qu'un condo. On est responsable. Il y en a des problèmes. Il y a des dégâts d'eau qui arrivent, il y a une toiture à changer, il y a des fenêtres à changer, il y a toutes sortes de choses à changer. Puis on en est responsable à 100 %. C'est juste qu'il y a une mauvaise croyance de l'acheteur ou du propriétaire de condo qui pense que le condo, c'est juste ton unité privative. Mais non, tu as une portion, tu as une quote-part d'un immeuble à entretenir. Puis on a voulu l'oublier longtemps. Mais là, on vient un peu se le faire mettre. Mais la beauté du condominium, c'est qu'il y a un bel accompagnement. Oui. Tu parlais de la différence d'une maison versus un condo. Je veux dire, combien de propriétaires de maisons, de triplex, duplex, mettent de l'argent de côté pour voir au remplacement de leur toiture, de leurs fenêtres? Il n'y en a aucun, voire très peu. Le syndicat de copropriété vient obliger, de par les mécanismes, de par les obligations légales, à la contribution de ces remplacements pour s'assurer que lorsque viendra le temps de les remplacer, il y aura les fonds nécessaires. Puis quand on y pense, on n'a pas le choix de faire ça, parce qu'après ça, quand tu arrives et que tu as le travail, le gros travail à faire, puis qu'il faut avoir les fonds nécessaires, s'il y en a un dans la gang qui n'a pas l'argent, ou s'il y en a 10 dans la gang qui n'a pas l'argent. Joël en parlait tout à l'heure sur les pouvoirs du syndicat de copropriété. Il y a tout un processus qui mène à la vente sous contrôle de justice. Mais ça rend ça très compliqué. Ouais. Très compliqué. C'est qui sort l'argent pour payer les parts de ces personnes-là? Alors là, ici, on a le syndicat qui est là pour s'occuper, c'est ça, prendre le dossier en main. Les montants peuvent être astronomiques. Il y a très peu de temps, on a fait un remplacement de membrane dans un stationnement étagé, donc un stationnement sur 2 étages. Le coût de reconstruction, on part en processus d'appel d'offres, etc., 1,4 million. C'est beaucoup d'argent. Alors oui, on est 350, 400 copropriétaires, mais ça reste que c'est des cotisations spéciales qui sont importantes parce que le fonds de prévoyance, ça fait pas assez longtemps. Il a été mis en place en 2019 dans notre cas, puis on a déjà bien contribué. Mais c'est un élément de la copropriété. C'est un élément de la copropriété. Puis on vient de vider le fonds de prévoyance.
relié au On repart à zéro, stationnement, là. On repart à zéro, là. une cotisation spéciale, puis on repart à zéro. Ouais. Donc c'est extrêmement important Ouais. de suivre ce type de rapport-là. Et c'est ça qui va rassurer l'acheteur. Si ces documents sont disponibles, s'il y a une bonne Ça va devenir essentiel dans ça le va futur. devenir essentiel. Puis d'ailleurs, à cet effet-là, en tant que courtier immobilier, depuis peu, on a des nouvelles obligations. Une grosse différence, c'est que le syndicat des copropriétaires va devoir fournir au courtier immobilier une attestation qui vient vraiment donner le bilan de santé et financier de la copropriété. Exactement. Exact. Puis cette attestation-là, on retrouve un petit peu tous les éléments qu'on a parlé précédemment. Ouais. C'est la beauté de la chose, en fait. L'attestation, elle ressemble à une DRCOP. Si je peux faire une analogie, là, c'est une DRCOP sur le Red Bull, un peu. Exactement. Mais une DRCOP, les gens ne savent pas c'est quoi. là. Fait que DRCOP, c'est- c'est une demande. Nous autres, on se parle en courtier, Martine. On se parle en courtier. C'est une demande de renseignement au syndicat des copropriétaires. Exactement. Alors, elle est boostée un petit peu parce qu'on y retrouve notamment le contenu de la DRCOP, mais auquel on a greffé là, d'autres demandes. D'autres demandes, puis c'est juste qu'auparavant, c'était pas obligatoire de le faire. On fait transiger champ, mais Depuis ça l'est le maintenant. 14 août, Exactement. c'est obligatoire. Et ça, il n'y a pas de période transitoire. Là. Non, non, non. effectivement. C'est maintenant. là. C'est maintenant, C'est c'est tout de maintenant. suite. Puis là, c'est un tremblement de terre dans toute la copropriété. Exact. C'est comme tu parlais tantôt des notaires, là, parce que là, les transactions, les notaires qui ont les dossiers sur leur bureau aujourd'hui, qui se sont fermés telle date, est-ce qu'on l'a besoin, on ne l'a pas besoin? Je n'ai pas la réponse, mais évidemment, à partir du moment où il y a une promesse d'achat acceptée, à partir du 14, là, c'est clair que ce besoin est là. Puis il y a tellement de vérifications supplémentaires à faire, entre autres par les notaires, que moi, depuis le 14 août, c'est pas une joke, là, pas un, j'ai 2 notaires. Pour un client de transaction, il m'a dit, moi, Martine, j'en fais plus des condos. Ils en ont assez. Tant mieux pour eux, mais ils veulent même plus toucher à ça. Imagine les administrateurs qui gèrent les condos. Ah ouais. Tu sais, c'est ça l'affaire. Moi, je le vois venir, là, d'appeler un administrateur et de dire, hey, j'ai besoin de mon attestation, tu m'envoies ça quand? Hey, Tu as 15 jours pour la faire, là. 15 jours. 14 jours. 14 jours pour la faire. Puis eux, ils sont pas dans l'immobilier. Je leur parle chinois quand je parle d'une attestation des copropriétaires. Ça, en tout cas, ça va être compliqué au début, ça va se placer, mais tout ça pour dire que maintenant, les acheteurs, c'est super pour eux, ils vont être beaucoup plus encadrés, encore plus que jamais, ils vont beaucoup plus être conscients de ce qu'ils achètent. Puis ceux qui pensent vendre prochainement, pour ceux qui pensent vendre tout court à partir de maintenant, commencez déjà à planifier vos affaires, commencez à en parler dans les copropriétés. Vous avez une réunion à venir, parlez. Ce qu'on fait chez Solutions Condo, c'est qu'on produit une attestation annuelle. Puis là, on a déjà commencé à la mettre en place avec les différents gestionnaires, les différents syndicats de copropriété. Donc, une attestation annuelle qui, si elle suffit au courtier ou au vendeur, fera office de l'attestation. Si jamais le courtier veut une attestation au jour réel, il y aura un frais qui va être lié à ça. Mais ça sera un choix qui sera du côté de l'acheteur. Pour le courtier immobilier, ça risque de ne pas être très compliqué de transiger dans une copropriété qui est gérée par, entre autres, une compagnie de gestion comme Solutions Condo. Là, parce qu'on s'entend, ça va être bien fait, vous savez, vous êtes au courant, ça va être sur la coche. C'est plus complexe quand on va s'adresser à une vente de petits condos dans une petite, de condos dans une petite copropriété où on va faire affaire avec un administrateur copropriétaire qui ne sait pas trop de quoi qu'on parle. Puis le message, bien évidemment, c'est d'être assisté avec un courtier. Voilà. Être assisté d'un courtier. Exactement, c'est encore plus important que jamais. Puis moi, mon questionnement, c'est quand je vais les appeler, 9 sur 10 vont pas avoir ça entre les mains. Je prends ça où, ce document-là? En tout cas, ça va être un... On Mais leur c'est là donnait qu'il y aura le une numéro de différence. Solutions Condo. Tu mentionnais tout à l'heure comment un nouvel acheteur peut trouver un bien qui lui convient, meilleur qu'un autre. L'attestation, autant ça va être compliqué à mettre en place puis à exécuter, autant l'outil, in fine, va permettre d'avoir accès à tous ces éléments de façon condensée. Donc, ils vont pouvoir avoir le registre, ils vont pouvoir avoir le rapport de fini de base, ils vont pouvoir avoir le rapport de fonds de prévoyance, ils vont avoir l'historique sinistre des 5 dernières années, ils vont avoir les budgets, les cotisations spéciales, ils vont avoir les litiges qui sont en place par le syndicat de copropriété. Donc, il y aura déjà une lecture globale du syndicat qui va être là. Les règlements, tu parlais aussi des règlements adoptés en cours d'année. Donc, tout ça, c'est une banque d'informations qui va permettre à l'acheteur de voir un petit peu c'est quoi les obligations d'habiter dans ce condo. Parce que si on revient au travail du courtier, là, quand on travaille avec nos formulaires promesses d'achat en copropriété, la responsabilité du courtier, c'est quoi par rapport à l'inspection en bâtiment? C'est de recommander à l'acheteur de faire l'inspection de l'ensemble du bâtiment et non pas juste de la partie privative. Alors, cette documentation-là va être
très pertinentes, justement pour nous donner un peu l'état ou un bilan de santé. On va le savoir un petit peu plus dès le départ. Exact. On va avoir un portrait un petit peu plus global pour permettre aux clients de prendre une décision éclairée, parce que c'est ça que c'est, acheter ou vendre un bien, c'est de permettre aux consommateurs de prendre une décision dans toute connaissance de cause. Et c'est l'objectif derrière cette loi-là et cette réglementation. Ouais. Fait que sur ce, merci mon cher. Merci monsieur. Merci pour l'invitation. Puis pour finir là-dessus, moi je veux juste faire une petite conclusion. C'est super être propriétaire de condo. Moi je suis d'avis que ceux qui sont propriétaires d'un condo dans une copropriété gérée par une compagnie de gestion, vous êtes forcément sûrement de bonne main. Puis que tout va être bien fait, tout va être sur la coche, puis ça va être fait comme il se doit. Si vous gérez votre immeuble vous-même, votre copropriété vous-même, informez-vous. Informez-vous. Là, c'est super une première étape d'avoir écouté notre podcast. Vous avez déjà beaucoup plus d'informations. Allez lire un petit peu plus en ligne puis juste remplissez vos obligations. Si vous avez aimé la vidéo, likez le podcast. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Il faut les écrire en commentaire. Et surtout, si vous aimez le contenu qu'on tourne pour vous, abonnez-vous à ma chaîne. Oh baby, you